un rendez-vous pour mieux comprendre les enjeux des mondes urbains anthropocènes. Produit par l'École urbaine de Lyon. Bonsoir à tous pour ce mercredi de l'Anthropocène hors les murs, en l'occurrence dans l'atelier du collectif ITEM, et nous sommes heureux qu'ils nous accueillent et qu'ils nous ont accueillis d'ailleurs toute la journée pour Radio Anthropocène. On va parler de la surfragilité des territoires de montagne et l'occasion nous est donnée par l'exposition Anthropocène alpin, quel avenir pour nos montagnes, qui est une exposition faite avec les photographies d'Étienne Maury qui est présent ce soir sur le plateau. Exposition, je le rappelle, jusqu'au 25 novembre à l'atelier ITEM dans le 1er arrondissement de Lyon. Et jusqu'au 23 décembre, notez la différence, il y a quand même un mois, à la permanence photographique dans le 8e arrondissement de Lyon, qui est aussi un deuxième lieu d'exposition pour ce collectif ITEM. Donc, je disais l'occasion de parler du fait que les zones montagneuses, et parmi elles les Alpes, se réchauffent presque 2 fois plus rapidement que la moyenne planétaire. Une hausse qui approche les 2 degrés depuis 1900, dont les conséquences sur les paysages et les activités humaines sont de plus en plus visibles. Pour parler, pour échanger avec moi ce soir, et je les remercie d'être là, Étienne Maury, bonsoir, et Jean Krug, bonsoir. Étienne Maury, vous êtes photographe et en collaboration avec la communauté scientifique, vous documentez les transformations en cours sur les paysages et les communautés locales, ainsi que les enjeux de ces territoires. Jean Krug, vous êtes glaciologue et depuis 4 années, vous êtes guide d'expédition en Antarctique et ça fait déjà franchement rêver quand je suis à Lyon. Vous êtes par ailleurs écrivain et votre premier roman, Le Chant des glaces, est paru en avril de cette année aux éditions Critiques. Vous avez tous les deux des parcours à multiples entrées et j'avoue que ça m'interpelle et ça m'intéresse. Étienne Maury, après un master en sciences de la Terre à l'Université de Grenoble, vous vous êtes orienté vers un cursus de photojournalisme à Paris. Vous avez travaillé sur la lutte d'autochtones Navarros contre l'exploitation de leurs terres. Vous avez documenté les modèles de développement émergents des parcs nationaux français. Vous avez co-réalisé un projet multimédia en RDC sur la déforestation. Et aujourd'hui, vous travaillez sur le changement climatique. De votre côté, Jean Krug, après un doctorat à l'Institut de géosciences de l'environnement de l'Université Joseph Fourier, vous avez commis un doctorat, je le cite, interaction calotte polaire, océan, modélisation des processus de vélage au front des glaciers et émissaires. Alors, vélage, pour moi, ça évoque plutôt la naissance des veaux. Et donc, voilà, ça m'interpelle. Ce sera forcément une question décalée, mais une question quand même. Je me permets ça. Vous avez été ingénieur de recherche à Grenoble, puis à l'Université de Lyon. Et maintenant, vous êtes donc guide d'expédition et glaciologue en Antarctique. Je ne sais pas lequel de vous veut commencer par réagir sur ces parcours et des parcours qui sont plutôt très ouverts. Sciences de la Terre et photographe. Étienne Maury, peut-être pour commencer. Sciences de la Terre et photographe, effectivement. Sciences de la Terre, pour commencer, parce que c'est le cursus que j'ai suivi à la sortie de mon bac. Parce que c'était un champ de discipline qui m'intéressait. J'ai poursuivi ces études jusqu'en master et en fait à la sortie de mon master je me suis retrouvé dans une position où je m'imaginais pas franchement travailler dans ce secteur-là en fonction des débouchés que ça offrait et du coup j'ai cherché à me réorienter. Et il s'avère que je faisais un peu de photographie, que j'étais intéressé par le journalisme, mais que j'avais fait un parcours scientifique, donc que c'était compliqué d'intégrer une école de journalisme. Mais pourquoi cela ? Pourquoi donc ? Alors, parce que les processus de sélection, on va dire, des écoles de journalisme demandaient une somme de connaissances et surtout des domaines de connaissances que j'avais pas du tout. Et j'avais du coup des années de retard depuis le lycée et après mes 5 ans d'études scientifiques. C'était quand même compliqué de rattraper ce wagon. Et la photographie, c'était quelque chose que je pratiquais déjà. Et c'était du coup un médium avec lequel je commençais à être un peu à l'aise pour raconter des histoires. Et ça m'a semblé assez naturel du coup de lier en quelque sorte la photographie et le journalisme en m'orientant vers le photojournalisme. Et dans ce champ du photojournalisme, vous êtes appuyé sur la question des territoires et des hommes, des territoires et de leur environnement. En fait, très tôt, quand je regarde les différents travaux que vous avez menés, et j'ai dû en oublier, bien sûr, on sent que c'est un sujet
qui depuis longtemps vous touche finalement. C'est ça. C'est en fait les premiers. Quand on est photojournaliste indépendant en début de carrière, en tout cas en ce qui me concerne, les premiers sujets que j'ai faits, c'était des sujets où j'avais pas forcément des financements et du coup c'est des sujets qui m'interpellaient et qui me questionnaient. Et c'est vrai que c'était souvent des sujets qui étaient liés à la fois à l'environnement, mais plus précisément en fait à la manière dont des sociétés humaines cohabitent avec leur milieu de vie en quelque sorte. Et c'est que plus tard, au bout de je dirais 4-5 ans d'expérience, que je me suis aperçu qu'en fait il y avait un fil conducteur entre tous ces sujets et que c'était non seulement quelque chose qui continuait de m'intéresser, que je trouvais intéressant de continuer à creuser, mais qu'en plus ça faisait sens dans mon parcours photographique de continuer à explorer sous la forme de différentes facettes cette thématique de la cohabitation entre l'être humain et son milieu de vie, on va dire. Jean-Cruc, et vous ? Ouais, moi aussi, parcours un peu hasardeux par moment, mais j'avais commencé avec une école d'ingénieur à Toulouse avant même d'aller à Grenoble pour faire ma thèse. Et cette école d'ingénieur, c'était pour travailler dans la chimie lourde, dans l'agroalimentaire, et donc en fait des domaines qui me plaisaient absolument pas. Et du coup, après ça, je suis arrivé à Grenoble, effectivement, avec l'idée à la base d'aller faire un hivernage en Antarctique. J'avais découvert ça sur le site de l'Institut Polaire, je trouvais ça assez dingue. Et ça consiste en quoi, un hivernage Alors l'hivernage en Antarctique, c'est pas forcément l'Antarctique, ça peut aussi être dans les îles subantarctiques, donc les territoires australes et antarctiques français. Donc il y a les îles Kerguelen aussi, il y a les îles Saint-Paul, voilà. Donc il y a tout un chapelet d'îles. Et tous les ans, en fait, les instituts scientifiques envoient des scientifiques et du personnel technique pour passer un hiver sur une de ces bases polaires et réaliser tout un tas d'expérimentations scientifiques, suivre des projets dans différents domaines. Et là, en l'occurrence, ce qui m'intéressait, c'était un projet de glaciologie qui consistait à étudier la composition de la glace et aussi de l'atmosphère. Donc c'était des programmes de suivi chimique. Et alors plus que ça, moi c'était vraiment l'idée d'aller en Antarctique qui c'est venu d'un coup. Je me suis dit mais en fait ça doit être vraiment trop bien. Et pour faire ça, on sait aussi comment ça marche la recherche. Il faut être un petit peu dans les petits billets, faut savoir un petit peu qui sont les gens qui gèrent tout ça. Et du coup, en l'occurrence, c'était le labo de glaciologie à Grenoble. Et donc, je suis parti là-bas en me disant, je vais refaire un Master 2 et ensuite, j'essaierai de candidater. Finalement, j'ai pas été pris à l'issue de ce Master 2, j'ai pas été pris en hivernage parce que, en fait, les places sont chères et les places sont rares. Zut. Et la place était déjà prévue, ouais, zut. Mais en fait, en échange, on m'a proposé de faire une thèse donc sur le sujet que j'avais étudié en Master déjà et qui portait effectivement sur le comportement des glaciers émissaires, donc les glaciers qui sont généralement en contact avec l'océan ou avec l'eau, ça peut être aussi dans des lacs, et de modéliser tout ça et de mieux comprendre en fait les processus qui régissent le comportement de la glace à petite échelle. Parce que c'est des choses qui ont besoin d'être connues pour mieux estimer l'évolution des glaciers et des calottes polaires, mais que pour l'instant on connaît très peu. Donc l'idée c'était de faire pas mal de modélisation numérique et de choses comme ça. Et j'en ai quand même profité pour faire autant de terrain que je pouvais. Et alors, le premier contact avec cette Antarctique ? Et alors l'Antarctique, du coup, l'Antarctique est venue finalement après ma thèse. J'ai pas eu la chance de partir en Antarctique pendant ma thèse, mais du coup, après, j'ai été contacté par une compagnie de tourisme qui organisait des voyages là-bas et qui, en fait, recrute des docteurs, en tout cas des profils scientifiques. Alors il y a plusieurs raisons, c'est non seulement pour faire respecter les réglementations internationales, notamment du traité sur l'Antarctique, qui sont assez strictes, mais aussi pour évidemment se donner aussi une caution écologique et scientifique. Et du coup, on s'est retrouvé comme ça avec une dizaine d'autres spécialistes, dont certains avaient fait des hivernages dans d'autres domaines scientifiques au Kerguelen. Et on est arrivé là-bas en Antarctique donc pour donner des conférences, pour accompagner les gens sur le terrain, pour un peu sécuriser les accès. C'est une claque, en fait. C'était dans le petit texte qui a été publié sur E89 Lyon, j'évoque un moment Charcot, et effectivement, il parlait de ce virus des pôles. Donc lui, il a hiverné en 1908-1909, je crois. Et donc il a hiverné en Antarctique, et effectivement, il
Il y a cette espèce de virus, c'est-à-dire quand on s'en va, donc on galère vraiment quand on est là-bas. Il y a du vent, il y a de la neige, il y a vraiment un temps horrible, on a froid, on a les doigts de pied gelés. Mais finalement, quand on s'en va, en fait, on se dit non mais il y a quelque chose, quoi. Il y a une attraction et la première chose qu'on a envie de faire, c'est d'y retourner, quoi. Et donc c'est quelque chose d'assez costaud et qui marque, ouais. Et derrière vous, justement, parce qu'on parlait d'attraction et on a ce sujet montagne, et puis on est entouré ici chez Item de toutes ces photographies de montagnes plus ou moins enneigées, puisque il y a beaucoup de pierres aussi, beaucoup de moraines, et donc voilà. Est-ce qu'il s'agit aussi d'attraction pour vous, Étienne Maury, la montagne ou... Moi, clairement, ce sujet sur le... Enfin, déjà, comme vous le disiez tout à l'heure, effectivement, je pense que j'ai une sensibilité pour la nature, et du coup, c'est ça qui m'a amené à travailler sur ces thématiques-là, et plus particulièrement la question de ce sujet que j'ai traité dans les Alpes, Anthropocène alpin. C'est clairement une histoire qui est aussi personnelle, parce que d'une part, c'est un milieu que j'aime et que je pratique depuis toujours, plus ou moins, et que c'est aussi ça a été une des interrogations initiales quand j'ai commencé ce projet, de savoir, j'ai une trentaine d'années à peu près. Et avec le changement climatique, je voulais un peu en quelque sorte répondre à des questions sur à quoi allaient ressembler les Alpes quand je serais un ancien. En fait, c'était ça un peu le fondement de ce questionnement qui m'a amené à ce projet. Et à propos de changement climatique, puisque c'est un peu notre sujet et un sujet de toute façon, Jean Krug, pourquoi avons-nous aujourd'hui la certitude que le réchauffement climatique est d'origine humaine? Alors, c'est une évidence, non, aujourd'hui, ou pas? Ouais, c'est complètement une évidence. C'est un consensus scientifique, si souvent on décrit un peu le terme de consensus, mais c'est une réalité. Les scientifiques à 99,9% sont d'accord là-dessus, sur le fait que ce réchauffement climatique actuel est d'origine humaine. On a plusieurs preuves pour justifier ce constat. L'une d'entre elles, notamment, que je connais un peu mieux que les autres aussi, c'est l'utilisation des modèles numériques. En fait, on a depuis 1850 à peu près, on a commencé à faire des relevés de température, simplement. Donc des relevés et des mesures in situ, quoi, vraiment manuelles. Donc on a un historique comme ça des variations de température à la surface de la Terre en tout un tas d'endroits. Et d'un autre côté, on a des modèles. On a des modèles numériques qui permettent, lorsqu'on intègre, en fait, qui permettent de résoudre les équations mathématiques qui décrivent le système Terre. C'est-à-dire qu'on a des équations numériques, des équations qui permettent de décrire le mouvement des océans, des atmosphères, les interactions entre les différents milieux, donc un petit peu tout. Ça, on sait bien le faire. Et grâce à ces modèles numériques, du coup, on peut reconstituer la variation des températures de manière à ce qu'elles satisfassent les équations qui sont contenues dans les modèles. Et ces modèles nous offrent un autre levier, qui est de pouvoir enlever certaines composantes justement de ces modèles. Notamment, on peut par exemple retirer le forçage solaire, donc l'effet du soleil sur le climat. On peut retirer l'effet des volcans sur le climat. On peut retirer l'effet des impacts humains sur le climat. Et ce qu'on constate, c'est que on arrive avec nos modèles numériques à reproduire la variation de température depuis 1850 uniquement si on laisse actifs toutes les composantes de ces modèles, y compris les composantes d'origine anthropique. En l'occurrence, si on enlève l'effet de l'homme sur le climat tel qu'il est modélisé, nos modèles donnent une variation de température qui est quasiment inchangée depuis 1850. Et donc ça, c'est un des gros arguments qui permet de justifier en fait simplement ce consensus scientifique, quoi. Et les effets, vous les mesurez comment en Antarctique ? Alors en Antarctique, c'est encore un peu compliqué. C'est des territoires qui sont très grands. L'Antarctique, je crois que c'est 14 millions de kilomètres carrés, c'est 20 fois la France. L'accès y est compliqué. Les observations satellites y sont difficiles aussi parce que notamment on ne sait pas forcément non plus trop positionner des satellites sur des orbites polaires. Néanmoins, on commence maintenant à avoir plusieurs outils pour mesurer les variations de couverture de glace en Antarctique, les variations de masse de l'Antarctique. Voilà, donc il y a tout un tas de méthodes qui, depuis maintenant quelques années, donnent des résultats similaires.
Et donc, on arrive à prouver, en mesurant, par exemple, simplement l'effet de la gravitation de ces masses de glace sur des satellites qui tournent autour de la Terre. On va pouvoir mesurer les variations de cette force et du coup en déduire la variation de masse de l'Antarctique. Donc ça, c'est un des moyens, il y en a d'autres. Mais c'est principalement ces mesures de télédétection donc, qui sont faites à distance, en fait, qui permettent de donner des informations davantage que des mesures in situ. Il y a aussi beaucoup d'inconnus en Antarctique, notamment par rapport à l'interaction avec l'océan. C'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas encore bien, qu'on a énormément de mal à représenter dans les modèles. On sait bien représenter l'océan, on sait bien représenter la glace, mais on a encore du mal à représenter ce couplage. Donc tout ça, c'est encore des domaines d'études qui font que l'Antarctique, alors on sait qu'il perd de la masse, mais il en perd 2 fois moins actuellement que le Groenland ou que les glaciers de montagne de manière générale. Oui, dans votre texte, vous parlez, vous citez un certain nombre de glaciers. Alors, je parle du texte, effectivement, vous avez écrit pour U89, qui a été publié il y a 2 jours de mémoire. Vous parlez de la Nouvelle-Zélande, vous parlez de plusieurs endroits dans le monde. Alors justement, je me tourne vers vous, Étienne Maury, vous qui avez observé avec votre œil de photographe, mais en même temps avec ce background de scientifique, les Alpes françaises en particulier, et sur un temps un peu long, parce que rappelez-moi, mais ce travail photographique dans lequel nous sommes immergés, il prend beaucoup de temps. Quels sont, vous, ce que vous pouvez observer depuis votre siège de photographe, depuis ce regard-là, comme effet et qui n'est pas forcément qu'un effet sur les environnements, mais aussi peut-être les hommes, puisque l'Antarctique n'est beaucoup moins habité, à mon avis, que les Alpes françaises. Je n'en sais rien. Je connais mal l'Antarctique, mais je pense. Moi, justement, à la base, une des questions que je me posais, c'est justement, ça fait 30 ans à peu près que j'habite dans les Alpes, et j'avais l'impression qu'il y avait des choses qui étaient en train de changer, notamment des glaciers qui reculaient de plus en plus, ou de la végétation qui était en train d'évoluer, mais en fait, je pouvais pas être sûr. Je me disais dans la tête, ok, c'est peut-être lié au changement climatique, mais peut-être c'est lié à ma mémoire qui vacille, ou c'est lié à des phénomènes qui n'ont rien à voir à ça, et en fait, ça rejoint ce que disait Jean Krug il y a 2 minutes, c'est que pour moi, l'état des lieux que dressent les scientifiques, en fait, m'a permis de trier qu'est-ce qui était réellement des choses. Oui, d'ailleurs, parce que j'ajoute que dans l'exposition, excusez-moi de vous interrompre, il y a beaucoup de données scientifiques. Oui, oui. Moi, c'était justement, en fait, c'est suite à ces questionnements sur ma mémoire et sur ma capacité à me rendre compte en tant que photographe du changement climatique, parce qu'il y a alors c'est effectivement un travail qui est photographique documentaire et donc qui s'éloigne un peu du journalisme, mais j'avais quand même à cœur que ce soit un travail qui soit vraiment documenté et sourcé, et que ce que je décrive comme un effet du changement climatique soit réellement un effet du changement climatique et pas autre chose. Donc c'est itératif, c'est ce rapport entre les documents scientifiques que l'on voit et les photographies. Exactement. En fait, c'est au moment où j'ai commencé à me poser ces questions, étant donné que j'avais ce background de géologue, je me suis dit, en fait, la chose la plus simple que je puisse faire pour comprendre qu'est-ce qui est réellement lié au changement climatique, c'est d'aller voir la bibliographie scientifique et de lire des articles pour savoir ce qui se passe. Et j'ai commencé à faire ça, et c'est quand même ça peut s'avérer un peu rebutant parce que c'est pas forcément très accessible comme littérature. Et du coup, je me suis dit, ce qui est encore plus simple, c'est directement d'aller voir les laboratoires qui sont, en l'occurrence à Grenoble, parce que j'habite à côté de Grenoble, et d'aller poser la question directement aux scientifiques. Et ça m'a amené du coup à me dire, spontanément, je suis allé vers des glaciologues et des géologues, parce que c'est des gens que je connaissais, et puis ils m'ont dit, mais en fait, il y a aussi les botanistes qui travaillent sur la question, et on m'a aiguillé comme ça vers différents champs de recherche scientifique, qui m'ont permis vraiment de cadrer quels étaient les enjeux principaux du changement climatique dans les Alpes. Et ensuite, moi, dans le travail photographique, je suis parti en quelque sorte de ces grands enjeux que m'ont synthétisé les scientifiques pour me dire, d'accord, si le retrait glaciaire, par exemple, est un grand enjeu du changement climatique dans les Alpes, en quoi ça affecte les communautés qui habitent dans les territoires alpins? Si la question des sécheresses ou la question de l'évolution de l'équilibre hydrique est un enjeu important du changement climatique, quels impacts ça va avoir sur les sociétés? Et c'est de cette manière que j'ai fait le lien, en quelque sorte, entre mon travail de photographe, ma posture de photographe, et le travail qui a été fait par la communauté scientifique. Et ça, je me suis aperçu d'une part que ça marchait très bien, c'était un très bon moyen de m'orienter, parce que sinon j'étais face à ce territoire qui est quand même relativement immense et que je savais pas trop par quel bout aborder pour faire un travail qui soit pertinent, et qu'il y avait aussi
une très bonne acceptation de ma démarche de la part des scientifiques qui, eux, travaillent en fait sur ces questions et donnent des indications et donnent des projections et alertent en quelque sorte sur les enjeux potentiels du changement climatique, mais qui ont du mal à sensibiliser le public. Et du coup, que moi, dans ma démarche, je vienne spontanément vers eux pour leur dire, écoutez, j'ai envie que vous m'expliquiez pour que je puisse essayer de raconter cette histoire avec les outils qui sont ceux que je pratique au quotidien. Ça a permis en quelque sorte de faire une symbiose, et ça m'a amené aussi à de la curiosité envers le travail des scientifiques, et ça m'a amené à vouloir vraiment documenter en quelque sorte d'où provenait cette connaissance, parce que je pense que c'est quelque chose qui peut aussi être parfois un peu abstrait pour le grand public. On parle de grands chiffres, il y a des tableaux, il y a des graphiques, il y a des grosses équations, il y a le GIEC, il y a des acronymes un peu... il y a beaucoup de choses qui peuvent être difficilement compréhensibles. Et moi, ce que je voulais aussi montrer en travaillant avec les scientifiques, c'est de dire que fondamentalement, tout ce travail-là, il provient à la base d'observations de terrain, qu'elles soient menées directement ou que ce soit, comme disait Jean, par des observations satellites ou ensuite des modèles de terrain. Et vous aussi, Jean Cruc, vous travaillez de manière itérative avec d'autres sources que les sources scientifiques? Est-ce que c'est quelque chose qui à un moment peut interagir, vous nourrir? Alors moi, quand j'étais en thèse, quand on est en thèse, on est quand même hyper normé. Il y a mine de rien un langage scientifique qui est assez universel et qui laisse pas forcément toujours non plus la porte ouverte à d'autres formes d'expression. Et je pense notamment à la forme artistique. Ce qui fait que moi, je suis quand même resté vraiment exclusivement pendant des années sur uniquement une approche très protocolaire, démarche scientifique, quoi. Mais je rejoins complètement Étienne sur la question d'amener l'information aux gens et sur la vulgarisation de manière générale, j'utilise le terme sans aucune arrière-pensée, simplement que c'est une évidence, effectivement, quand on lit le rapport du GIEC, même le tout dernier qui est sorti en août dernier, c'est d'une austérité sans nom, quoi. C'est-à-dire que on a un découpage qui est hyper froid, on a des chiffres qui sont systématiquement accompagnés de toutes leurs incertitudes, et c'est capital. Je reviens, effectivement, c'est pas ça que je critique. Mais c'est pas le fond que vous critiquez. Non, c'est pas du tout le fond. Mais par contre, c'est la forme. Et le GIEC a fait clairement des efforts assez dingues pour faciliter la communication vers le grand public. Et je pense notamment à la mise en place d'un atlas interactif qui est disponible sur le site du GIEC, qui permet de s'approprier un petit peu les résultats des modèles numériques et les aspects régionaux du changement climatique. Je pense aussi à justement une foire aux questions spécifique qui a été mise en place et qui permet aussi d'éclaircir beaucoup de questions qu'on pourrait se poser quand on ne verse pas trop dans ce domaine. Mais malgré tout, moi le constat il est simple. Parmi mes amis, en fait, quasiment aucun n'a même essayé de lire le résumé pour décideurs du rapport du GIEC, parce que ils ont beau s'y intéresser, c'est très obscur, c'est très compliqué. Et du coup, l'approche par d'autres médias, notamment par la photo, ou moi, c'est au plus par l'écriture de ce monde-là et de cet univers scientifique, je pense que ça propose une passerelle qui est hyper importante pour s'approprier, pour que tout un chacun puisse s'approprier le sujet, quoi. Donc vous êtes d'accord tous les deux pour dire qu'il y a une espèce de nécessité de diffuser les informations que chacun de vous observe, chacun depuis là où il est et ses outils. Ouais, je crois. Moi, je dirais que c'est même pas, en ce qui me concerne, en tout cas, c'est pas le fait que ce soit mon point de vue, c'est les scientifiques qui le disent eux-mêmes, en fait, qu'il y a un vrai décalage entre les résultats et les tendances et les projections qui sortent de leurs travaux de recherche et la prise de conscience du grand public. Et du coup, oui, moi, étant donné que je considère que l'état des connaissances scientifiques est quand même relativement fiable sur les questions climatiques, il y a nécessité à ce que le grand public s'empare de ces questions. Et je pense qu'il n'y a pas de...
que le langage qui fonctionne, il n'existe pas, parce que si on l'avait trouvé, le problème il serait résolu, mais que du coup, toutes les expérimentations, que ce soit quand on encadre un groupe en Antarctique, ou que ce soit quand on est en train de faire des photos en tant que photographe, ou quand on soit en train d'écrire un roman, toutes les amorces, en quelque sorte, sont bonnes à prendre, et on est à un stade où il faut voir ce qui fonctionne pas, et essayer d'avoir de nouveau un processus itératif pour essayer de toucher le grand public sur ces questions. Ouais. Alors justement, le public, en l'occurrence, je pense aux habitants des Alpes que vous avez dû croiser sur votre route quand vous avez fait ces photographies, ce travail, ce projet. Ils sont tous d'accord avec vous. Ils sont tous, quand vous expliquez le projet, ils sont tous d'une seule voix. Ensemble, unis dans cette magnifique lutte parce qu'ils sont divers, ces habitants alpins. Effectivement, et évidemment, la réponse, elle est pas si simple que ça, et globalement, la réponse, c'est non. Tout le monde n'est pas au même diapason, on va dire. Mais moi, là où j'ai été surpris, où je continue à être surpris, parce que je continue à travailler sur des questions où je pense les points de vue et en fait les enjeux et les attentes sont vraiment très divergents, c'est que je suis très surpris par on parle de ces sujets, notamment la question climatique, comme quelque chose de très clivant, où il y a ceux qui sont pour et les climato-sceptiques, et qu'en fait la réalité des choses, elle est beaucoup plus diverse que ça, et qu'il y a déjà il y a quand même beaucoup de gens, notamment des gens en station, donc dont le milieu de vie dépend, et l'activité économique dépend directement de la capacité à avoir de la neige, qui sont en fait complètement conscients et qui commencent à réfléchir à des questions et à leur avenir. Mais il y a aussi tout un tas de gens qui ont, en fait, dans les Alpes, il y a énormément de gens qui ont une pratique quotidienne de la montagne et de leur environnement, parce qu'ils en dépendent, que ce soit pour leur activité personnelle, économique ou de loisirs. Et il y a plein de gens qui en fait ont une défiance assez importante envers l'état des connaissances scientifiques tel qu'il est présenté, mais qui en fait, dans leur discours, par un prisme totalement différent, qui est un prisme très local, qui est très ancré dans les pratiques, en fait tiennent les mêmes discours d'adaptation et d'atténuation et de sobriété qui permettent d'aller dans le même sens en fait. Donc il y a un vrai rapprochement en quelque sorte des points de vue, même si les discours peuvent être très divergents en fait. Oui, je pensais à ça parce que vous avez dû entendre parler il y a quelques semaines il y a une pétition qui a circulé en ligne à la Clusa, puisqu'il y a un projet d'une 5e retenue d'eau, destinée aux 2/3 pour la fabrication de la neige artificielle, donc pour l'hiver, pour le tourisme blanc. Et qu'en même temps, il y a donc cette pétition qui circule, puisqu'il y a une partie des habitants et d'associations et d'activistes, etc., qui s'opposent à cette retenue, puisqu'elle détruirait, si elle était mise en chantier, elle détruirait 8 hectares, je crois, en tout cas de manière très directe, d'un territoire, une forêt, un territoire qui en soi est une biodiversité riche. Donc on voit bien les tensions, là on est en montagne, dans une station de haute montagne déjà, enfin pas de haute montagne, mais disons de moyenne haute montagne, qui concerne, je crois, un peu moins de 2000 habitants, avec une diversité d'activités, et on voit bien les tensions qui se font jour, en tout cas dans les transformations à venir, au regard de changements que les habitants voient de leurs propres yeux, puisqu'en effet... il faut encore plus d'eau et pour fabriquer cette neige artificielle, pour continuer une économie que je ne juge pas d'ailleurs, mais voilà, donc on voit bien, je trouve que ça exprime bien ce type de tension qui peut exister aujourd'hui dans les Alpes françaises, puisque je rappelle que c'est, je crois, le plus grand domaine skiable du monde. Donc c'est pas rien, c'est pas les plus hautes montagnes du monde, mais c'est le plus grand domaine skiable du monde. Donc c'est toute une histoire, c'est une histoire qui a commencé entre les deux guerres et qui s'est fortement amplifiée à partir des années 50-60. Donc ça c'est des choses que vous avez pu toucher du regard, on va dire, dans votre travail photographique, Étienne Maury. Tout à fait, et en fait toute cette question des stations, ça a été une part quand même assez importante de mon travail, et il faut, là où la problématique elle est très complexe, c'est que c'est quand même des territoires qui, avant, comme vous le disiez, ce développement qui a commencé qui s'est accéléré, on va dire, avec les plans neige dans les années 60, c'était des territoires qui étaient d'une pauvreté extrême, qui étaient complètement dans des dynamiques d'exode rural, qui avaient été en plus empirées par les pertes en jeunes hommes de la Seconde Guerre mondiale. Et donc, c'est des territoires qui, en 30-40 ans,
ont vu leur richesse s'accroître énormément. Et là, on se retrouve en quelque sorte en 2, 3, 5 ans à leur dire en fait, ce que vous faites, il faut arrêter tout de suite parce que ça va plus, c'est pas bon pour la planète. Et c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à accepter pour les gens dont la richesse est basée sur cette activité. Donc on peut comprendre que ça amène des tensions. Après, justement, je pense que c'est là où les approches locales, elles sont intéressantes, c'est que c'est les acteurs de ces territoires qui, en fait, sont les seuls à pouvoir réinventer leur modèle économique pour sortir de ça. Et la question de savoir est-ce qu'il y a besoin d'aménagement et de développer la neige de culture pour amener cette transition ou non, c'est une question qui est complexe. Et clairement, à la Clusa, c'est un projet qui cristallise, mais en fait, ça se reproduit dans énormément de stations, principalement de moyenne montagne, mais à travers les Alpes en tout cas, c'est sûr. Moi, ce que tu dis, ça me fait penser à un autre aspect, mais toujours lié alors un peu plus au risque glaciaire, mais c'est même il y a des difficultés d'échange effectivement et des points de vue qui sont différents avec les habitants, et c'est normal, mais il y a aussi des différences de points de vue assez fortes entre les scientifiques eux-mêmes et entre les scientifiques et les décideurs. Moi, je sais que notamment il y a on a commencé plusieurs projets d'études des glaciers au début des années 2000. Il y a eu un projet Glacioclim, il y a eu Glaciorisque, qui visait justement à dresser un inventaire un petit peu des glaciers à risque, entre guillemets, donc des glaciers qui peuvent par exemple faire tomber des séracs ou des avalanches sur des territoires habités, ou qui contiennent des lacs situés en amont du glacier, retenus par une moraine qui peut céder, et du coup le lac peut se déverser dans la vallée. Et il y a des difficultés déjà à maintenir ce genre de projet de suivi, de projet sur le long terme. C'est-à-dire que on va faire un inventaire qui va prendre quelques années, le temps du projet, parce qu'il y a les financements aussi scientifiques qui permettent de mener à bien ce projet. Et puis ensuite, c'est un projet qui est un petit peu abandonné, donc on va perdre un petit peu tout un savoir qui est accumulé. Et du coup, ça rend compliqué de maintenir en fait une surveillance à long terme sur ces territoires-là. Vous voulez dire que le temps du projet est finalement peut-être pas à l'échelle des enjeux qui sont à observer? Oui, complètement. C'est typiquement sur ce genre de projet d'inventaire. En fait, une fois que l'inventaire il est fait et qu'on sait quel glacier va présenter tel risque, il faut le maintenir. On sait que les glaciers ils vont évoluer, mais il faut maintenir une surveillance sur le long terme, justement, ce qui n'est pas toujours le cas. Par exemple, pour prendre l'exemple du glacier de Tête-Rousse, qui est situé au-dessus de Saint-Gervais, dans le massif du Mont-Blanc, là, juste au-dessus de Chamonix. C'est un glacier dans lequel, en 1895, je crois qu'il y avait eu une énorme inondation dans la vallée de Saint-Gervais. Et en fait, c'est une poche d'eau qui était retenue à l'intérieur du glacier, de 50 000 mètres cubes, je crois, et qui s'est tout d'un coup déversée, la glace a craqué, et puis tout s'est déversé dans la vallée. Et en 2010, on a découvert qu'en fait, cette poche d'eau, elle s'était reformée. Et du coup, on a mis en place des opérations de pompage avec des scientifiques, avec du coup aussi des techniciens et du personnel local. Et c'est des affaires qui ont... Donc il y a eu des plans de risques et de choses comme ça qui ont été déployés. Ça a duré 3 ans, 4 ans. On sait que ce glacier-là, il va avoir un comportement qui devrait faire en sorte qu'à moyen terme, ce risque ne se représentera plus. Moyen terme, c'est quoi ? Là, pour le glacier Tête-Rousse, c'est à horizon 2040 à peu près, parce qu'il va avoir une réponse thermique par rapport à l'évolution du climat qui va faire en sorte que l'eau ne va plus forcément se réaccumuler à l'intérieur du glacier. Mais tout ça, ça implique malgré tout de faire un suivi sur le long terme, et des fois c'est difficile parce que les localités n'ont pas forcément d'argent à mettre là-dedans, c'est des études qui sont longues, qui coûtent cher, et les scientifiques de leur côté qui essayent d'obtenir des financements comme ils peuvent, peuvent pas forcément toujours obtenir de financement pour mener ces recherches. Donc c'est un problème qui est vraiment complexe et qui est capital, parce qu'on parle de la vie des gens et de la poursuite des activités qui sont dans ces vallées-là, quoi.
Moi, c'est même, je dirais que c'est une des complexités principales que j'ai trouvées au changement climatique depuis que je travaille dessus, c'est qu'il fait se télescoper des échelles géographiques et temporelles qui sont difficilement réconciliables. Des échelles géographiques parce qu'on parle d'un phénomène planétaire qui a des répercussions à l'échelle locale, notamment d'une vallée, et des échelles temporelles parce qu'on parle de phénomènes qui sont d'ordre géologique, donc de siècles, de moyen terme, qui est de l'ordre de dizaines d'années ou de cinquantaines d'années, et qui vont se télescoper avec des échelles de temps qui sont de l'ordre d'un mandat politique ou de l'échelle d'une vie. Et en fait, la question, c'est une des questions, c'est comment on arrive à réconcilier ces échelles géographiques et temporelles pour faire avancer les choses et pour amener des solutions qui sont concrètes, en fait. Ben oui, je crois que ça nous ramène à ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire que selon moi, cet investissement, cette prise de conscience, cette réalisation que ces territoires-là sont en danger, c'est pas les vieux politiciens qu'on va faire changer d'avis, c'est les jeunes générations, c'est tous ceux qui manifestent actuellement pour le climat, c'est tous ces gens-là. Et du coup, il y a un aspect générationnel, et donc à mon avis, il y a aussi ce temps incompressible Mais vous êtes sûr de cet aspect générationnel? Je dis ça parce que il me semble me souvenir qu'il y a eu des précurseurs, il y a eu des gens, pour certains d'entre eux qui sont déjà morts d'ailleurs, qui déjà alertaient. Enfin, je veux dire, ça existait. Alors ils étaient peut-être moins nombreux, ils faisaient pas système, etc. Je dis pas qu'ils pouvaient changer la politique. Mais il me semble que ça fait longtemps que certains alertent, certains manifestent, certains sont actifs sur ces sujets, qu'ils soient scientifiques ou non. Ouais, typiquement Claude Lorius ou par exemple, ou Haroun Tazieff, déjà il y a des archives INA qui datent des années 70-80 où ils alertent sur le changement climatique, et en fait les réunions du GIEC successives ont fait que confirmer ce qui avait déjà été envisagé, avec plus de précision évidemment, mais c'est des choses qui ont déjà été dites. Mais je ne sais pas, est-ce qu'elles trouvaient le même retentissement qu'actuellement dans les médias, sur des réseaux n'existaient pas, mais ouais, je sais pas, j'ai pas forcément la solution, mais effectivement c'est une idée que j'ai en tête. Mais ce que je voulais dire, c'est que ça souligne pour moi l'importance d'amener une vulgarisation du contenu scientifique vers un plus grand nombre de personnes possible. Ouais. Mais je crois que justement autour de la table, vous êtes bien placé pour parler de ça, en tout cas de vous intéresser à la question de la diffusion des savoirs à partir des sources scientifiques qui sont effectivement documentées. Une exposition photographie, entre autres, parce que vous en avez fait d'autres, et il y en aura d'autres, et des publications. Et donc, je le disais tout à l'heure, vous avez Jean Cruc écrit un roman qui vient de paraître, avril 21, c'était hier. Donc, c'est un roman de SF, excusez-moi, Le Chant des Glaces. Donc, le résumé, Délas est une planète glaciaire dont les ressources extraites par des milliers de prisonniers alimentent en eau potable le reste de la galaxie. Mais on y trouve également le kriel, un morceau de glace aux propriétés spéciales que seuls les plus agiles des détenus parviennent à prospecter. Alors, est-ce que justement le roman de SF, et je ne sais pas des fois si on n'est pas déjà dans la SF, c'est aussi pour vous une manière de diffuser les savoirs autrement et d'aller toucher un autre public et d'alerter? Est-ce que c'est une forme de... C'est marrant parce que c'était pas conçu comme ça à la base. C'était pas du tout ça l'idée de ce roman. L'objectif qu'il y avait derrière, c'était déjà moi m'amuser à écrire quelque chose qui soit dans le thème de la glaciologie et qui aille à l'interface de la glaciologie et de l'épopée spatiale, parce que j'ai toujours été fan de ça. Mais ce qui est amusant, c'est que les retours que me font les lecteurs depuis qu'il est sorti, c'est justement ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que finalement là on a une planète dont on extrait l'eau pour aller alimenter une autre planète. Est-ce que c'est pas une métaphore aussi du monde dans lequel on est? Je l'avais pas spécialement pensé comme ça, ou peut-être que c'était inconscient finalement, mais toujours est-il que j'ai jamais autant parlé de glace et vulgarisé à propos de la glaciologie que depuis que j'ai écrit ce roman. Donc ça fait 6 mois qu'il est publié maintenant, et ouais, ça m'a amené à discuter avec énormément de personnes, justement, même si le roman aborde pas forcément des questions de changement climatique, dans le fond, c'est pas ça le sujet, et ça y amène quand même. C'est-à-dire que les gens vont venir s'intéresser à la glace parce qu'ils ont lu ce roman. Ils me disent, mais attendez, il y a une réalité scientifique derrière ce que vous écrivez ou pas? Donc j'explique oui, dans certaines choses, un peu moins dans d'autres, évidemment, c'est de la science-fiction. Mais du coup, ça amène le discours.
Et ça amène la discussion, et très souvent, les rencontres avec les lecteurs montrent qu'on finit par parler du réchauffement climatique, on finit par parler de l'Antarctique, du Groenland, des glaciers de montagne, alpins ou autres. Donc c'est devenu, sans l'être, aussi un média, un moyen de communiquer, de vulgariser la science, et qui, j'ai l'impression, aussi touche plus de personnes, en tout cas les touche plus au cœur qu'une conférence scientifique. Oui, alors peut-être que parce que la SF est aussi un segment littéraire qui est plutôt qui connaît un gros succès, qui a un vrai public, et tant mieux d'ailleurs. Donc si je reviens au roman, qu'est-ce qui est de l'ordre de la SF, qu'est-ce qui ne dépasse? C'est-à-dire que quand vous dites que Délas alors Délas, elle n'existe pas. Non. Mais une planète glaciaire, ça existe. Oui, je m'inspirais aussi des certains satellites de Jupiter ou de Saturne qui sont aussi recouverts de glace. Même si là, voilà, on est sur une planète qui est totalement inventée, mais on est sur des environnements et des calottes polaires qui sont un petit peu copier-coller de ce qu'on pourrait avoir au Groenland. Donc on a des glaciers qui font plusieurs dizaines ou plusieurs centaines de kilomètres de long, qui vont faire plusieurs dizaines de kilomètres de large parfois, qui ont une certaine vitesse d'écoulement. Tout ça, c'est des choses qui ont des variations dans ces vitesses qui sont documentées en un sens, qui sont reprises effectivement de ce qui se passe au Groenland. Après, dedans, j'évoque effectivement le Kriel, qui est cette espèce de morceau de glace qui est tellement froid et tellement compact qu'il émet du froid comme un objet chaud émettrait de la chaleur. Donc voilà, on sait très bien que thermodynamiquement, c'est pas possible. Mais voilà, c'est juste après l'outil qui permet de lancer la narration et l'élément perturbateur. Mais il y a toute une partie qui se déroule à l'intérieur des galeries sous-glaciaires, des galeries d'écoulement, et ça, c'est des choses qui sont tirées de galeries dans lesquelles j'ai pu aller, notamment en Alaska, sur certains glaciers, et donc qui, pour le coup, sont aussi source d'inspiration assez dingue, quoi. Mais du coup, tout cet aspect-là, et cet aspect cristallographie aussi, où je viens vraiment détailler la formation de la glace, ouais, tout ça, c'est des informations qui sont vraies, ouais, qui sont validées. Alors, j'ai pas fait valider mon roman par des pairs. Hein, heureusement. Ouais, sinon, ça aurait été insupportable. Mais oui, puis tout s'entremêle, et c'est bien normal. Étienne Maury, si la photographie reste votre médium principal, bien sûr, je voulais rester sur cette question des régimes d'expression. Hein. Vous faites dialoguer les possibilités narratives et immersives de différents formats. Vous faites de la vidéo, vous faites de la data visualisation, toute une série de choses. Voilà, qu'est-ce qui vous intéresse dans cette exploration de différents médias au service d'un propos de toute façon que vous souhaitez tenir ou que vous souhaitez expérimenter, explorer? Je pense qu'en fait, quand je commence à réfléchir à une histoire, je me pose deux questions. C'est quel est le langage le plus adapté pour la raconter, et comment toucher le public? Parce qu'une histoire qui ne touche personne, en fait, c'est du temps perdu pour un photographe. C'est des images qui n'existent pas. Et du coup, j'aime bien cette possibilité d'avoir accès à différents, à la fois à la photographie, au son, à la data visualisation, parce que ça me permet d'adapter en quelque sorte le langage que j'utilise, qui est pas un langage de roman ou d'écriture, mais un langage visuel à l'histoire que je vais raconter. Et pour prendre l'exemple du changement climatique, c'est la raison pour laquelle j'ai aussi approfondi cette collaboration avec les scientifiques. C'est que je pense que en faisant la photographie dans le cadre de ce travail sur le changement climatique, elle est très approprié à montrer des situations précises et des instants précis. Mais le changement climatique dans les Alpes, c'est un processus qui, d'une part, s'étale sur un temps long, et ça, c'est quelque chose, la photographie étant instantanée, à moins de faire du avant-après, mais j'avais pas envie de faire ça. C'est difficile de donner à voir ce temps qui passe à travers de la photographie. Et c'est aussi difficile de représenter l'étendue géographique des processus. Et du coup, en ça, avoir recours aux data visualisation et aux données des scientifiques, ça me permettait de relier en quelque sorte les événements ponctuels que je photographiais, qui sont des événements vraiment ancrés dans le quotidien de personnes, donc qui permettent d'avoir
une amorce empathique envers le public et de lier ça avec les temporalités sur lesquelles les phénomènes se produisent et de lier ça à l'importance géographique. C'est-à-dire que du coup, par exemple, je traite des thématiques de l'élevage et notamment de ce que l'évolution de la végétation et de la disposition de la ressource en eau implique sur l'élevage. Et en fait, je suis allé voir un éleveur pour documenter cette thématique. Et j'ai pas eu besoin d'aller voir 10 éleveurs dans 10 parties différentes des Alpes. Et j'ai mis une photo d'un éleveur ou 2 ou 3 photos d'un éleveur où je m'intéresse à son cas particulier, son expérience personnelle, et je relie ça à des tendances géographiques et historiques issues de data scientifiques. Et c'est en ça que faire dialoguer les médiums, ça me permet, je pense, d'enrichir mes histoires. Vous avez parlé d'empathie, c'est intéressant. Donc l'empathie pour toucher, pour accrocher, pour dire, pour faire comprendre. Jean Krug. Ouais, justement, moi, effectivement, j'ai hoché la tête à ce mot-là parce que je pense que c'est quelque chose qu'on sous-estime un petit peu, et pourtant le côté affect et lier vraiment une émotion à une situation, ça permet vraiment de se l'approprier, et que ce soit par une photo, que ce soit par un texte. Et c'est à partir du moment où, je pense, où on commence vraiment à être lié à quelque chose et à l'aimer, qu'on se dit, ben ouais, faut le protéger. Et du coup, cet aspect-là, pour moi, il est capital, parce que ça reprend un petit peu ce que je disais au tout début. Si je dis que les Alpes perdent un peu plus d'1 gigatonne de glace chaque année, on va pas forcément se visualiser les choses. Mais par contre, quand on commence à mixer un petit peu les deux, c'est-à-dire à la fois avoir des informations scientifiques, mais en plus amener soit des photos, soit un texte qui va faire un peu résonner à l'intérieur et qui va toucher les personnes, là, pour le coup, je pense qu'on maximise vraiment nos possibilités de faire prendre conscience et de créer un petit peu une dynamique positive pour ces questions-là, quoi. Étienne Maury. Je suis complètement d'accord avec ça, et c'est clairement la démarche, moi, que j'essaie de poursuivre avec mon travail, et je dirais même plus loin, c'est le fait d'avoir découvert ça à travers Anthropocène alpin, ça m'a amené vraiment à repenser aussi ma pratique photographique et à me dire, ok, il faut vraiment cette manière de raconter les histoires et d'aller chercher le public auquel on raconte les histoires, elle est prépondérante, parce que sinon, en fait, et particulièrement avec les supports visuels, on vit quand même dans un monde où en fait les images sont omniprésentes, où en fait, si on veut que les gens s'arrêtent sur l'histoire qu'on raconte, il faut commencer par faire qu'ils s'arrêtent sur l'image qu'on leur présente et sur la première image qu'ils voient. Et ça, c'est pas évident de nos jours. Et je pense que c'est un constat qui est aussi partagé par la communauté scientifique, parce qu'on voit qu'il y a de plus en plus aussi de programmes qui se placent à la lisière et qui établissent des collaborations entre l'art et la science. C'est qu'en fait, il y a un vrai constat du fait que les faits bruts, et notamment quand on parle de phénomènes climatiques, on rajoute des suffixes, on parle de gigatonnes, de terra machin, et les gens sont incapables de se représenter. Même on a beau dire ça représente 1 million d'éléphants, en fait j'arrive déjà pas à me représenter ce que c'est un éléphant, mais 1 million d'éléphants, ça me parle pas. Et du coup il faut réussir à se ramener à des échelles à des choses qui sont compréhensibles par l'être humain, et l'empathie, c'est quelque chose qui est assez fort pour réussir à faire que les gens s'approprient des thématiques et des questions, en fait. Pour son 6e rapport du GIEC, là, justement, ils ont travaillé avec une artiste qui a repris des courbes scientifiques, et qui les a en fait retravaillées de manière à ce qu'on ne voit plus que la structure finalement de la courbe, mais derrière il y a tout un travail artistique, et l'information scientifique disparaît vraiment sous la courbe. Alors c'est un exemple un peu extrême, mais ça marche parce que ils ont mis ça sur la première page du rapport, et finalement quand on voit la première page du rapport, en tout cas, moi en tout cas spontanément j'ai envie de l'ouvrir. Bon, après c'est une autre histoire, mais ouais, du coup, ça rejoint effectivement ce que tu disais juste avant, Étienne. C'est vraiment c'est hyper important, et je pense que ouais, ça fonctionne, quoi. Ouais, je dirais même qu'il y a un avantage, il y a quelque part, il y a un atout à ce niveau-là, à la fois au niveau de l'Antarctique et au niveau des Alpes, et c'est quelque chose qui est exprimé aussi dans l'article qui est partagé sur Rue 89, c'est qu'il y a une attraction très forte, il y a un côté magnétique en fait de ces environnements pour les humains, en tout cas ceux qui s'y sont déjà confrontés.
Et du coup, ça, c'est quelque chose qui est assez facilement mobilisable pour quelqu'un qui veut raconter une histoire, d'essayer de partager en quelque sorte ce magnétisme, même s'il est extrêmement difficile à communiquer pour des gens qui ne le connaissent pas, qui n'en ont pas fait l'expérience. Mais du coup, ça permet vraiment une porte d'entrée qui est très forte. Et moi, c'est ce que j'ai utilisé, c'est ce que j'ai essayé de faire à travers ce travail. J'ai fait des photos de paysages que j'ai voulu tirer en grand format, en fait. Et ça, c'était parce que je voulais en quelque sorte reproduire l'effet de quelqu'un qui arrive au sommet d'un télésiège ou qui arrive au sommet d'un panorama en montagne et qui voit ce paysage. Et c'est quelque chose, il n'y a pas besoin d'avoir fait des études, ou il n'y a pas besoin c'est quelque chose d'assez universel, en fait, cet attrait, cette expérience de ces paysages. Et du coup, j'ai essayé d'utiliser ça aussi pour attirer les gens vers ces problématiques qui sont plus complexes, et notamment vers le travail des scientifiques sur ces questions-là. Oui, parce que je rappelle que dans l'exposition, il y a des formats extrêmement différents, des supports extrêmement différents, du noir et blanc, de la couleur. Enfin, on est dans une diversité qui effectivement ne frappe pas de la même manière. Enfin, j'imagine que vous avez fait des choix dans ce qui était en grand format, en petit format et sur les supports. Il y a des photos qui sont encadrées, il y a des photos qui sont sous vitrine, d'autres pas du tout. Enfin, on est vraiment dans une collection, j'allais dire, et cet effet de collection, c'était ça peut-être pour essayer d'atteindre des sensibilités différentes, peut-être. En fait, cet effet, je vais surtout revenir sur la superposition d'images en noir et blanc et en couleur. J'ai l'habitude de travailler en couleur, et du coup, le travail que j'ai fait Anthropocène alpin, je l'ai fait en couleur, et c'est vrai que c'est un travail, quand je l'ai terminé, du fait de cette collaboration avec les travaux scientifiques et de cette volonté d'être vraiment très documenté, très cadré. C'était un travail qui présentait un état des lieux en quelque sorte, mais qui était assez, même si j'essayais d'aller vers des expériences personnelles, c'était quelque chose de très factuel et d'assez froid. Et du coup, c'est pour ça qu'en continuant ce travail, j'ai alterné avec ces images en noir et blanc. Et en fait, les images en noir et blanc racontent une perspective qui est plus personnelle et qui raconte en fait l'histoire de mon rapport à la montagne et de pourquoi je m'attache à ce milieu-là, et du coup de pourquoi j'ai voulu le documenter et de pourquoi ces questions m'intéressaient. Et c'est quelque chose que j'ai pas du tout l'habitude de faire, et qui est aussi quand même très franchement à la limite de la pratique photojournalistique, et j'en ai conscience. Mais c'était à la fois un moyen d'essayer d'attraper encore une fois les gens d'une autre manière, et c'était aussi un moyen de séparer fortement les images en disant voilà, il y a des images qui sont factuelles, documentaires, sourcées, et il y a des images qui sont complètement subjectives et personnelles, et il y a vraiment une différence entre les deux, et je voulais que ce soit compréhensible pour le public, pour pas avoir l'impression de le tromper en quelque sorte. Jean-Cruc, vous qui voyez ces photos, qu'est-ce que ça vous inspire ? Ouais, ça me donne envie d'aller partie des photographies. me promener, ouais. Ça me donne envie d'aller me promener. Moi, ça m'évoque un petit peu les quelques campagnes, quelques missions scientifiques que j'ai pu faire sur les glaciers alpins. Ça m'évoque des heures à porter du matos pour faire des forages de 20 mètres dans un glacier, d'allumer un réchaud à gaz avec une paire d'allumettes alors qu'on a les doigts gelés. Plein de situations totalement ubuesques, mais qui en fait restent totalement, quoi, des orages qu'on a pu se prendre sur des glaciers, et où on ressent pour le coup vraiment qu'on est vraiment peu de choses, quand on est obligé de se recroqueviller et de baisser la tête et de balancer le plus loin possible les dégaines et tout le matériel mécanique qu'on a sur le baudrier. Ouais, c'est des trucs qui marquent, donc ça m'évoque un petit peu tout ça, et je les trouve très très belles, ces photos. Moi, ce que Jean-Cruc vient de dire, ça me fait penser à un passage d'un livre qui a été écrit par Robert Macfarlane, où il fait un entretien avec un scientifique justement alors je me rappelle plus sur quelle thématique il travaille, mais c'est pas la question. Il s'avère que ce scientifique dit que pour chaque papier publié dans le cadre de son travail qu'il écrit, il s'efforce d'écrire en quelque sorte le pendant, il appelle ça le pendant obscur de ce papier, qui raconte en fait la manière par laquelle il a réussi à arriver à ces résultats scientifiques. Donc notamment les histoires de terrain, les problématiques de financement, les choses comme ça, dans une optique de réhumaniser la science et de réhumaniser ses connaissances. Et il dit c'est quelque chose qui est nécessaire si on veut en fait franchir le cercle de la science et cette
ce côté très protocolaire en quelque sorte des travaux scientifiques qui est nécessaire pour que la connaissance soit fiable, mais qui du coup la rend très obscure pour le grand public en quelque sorte. C'est une de vos préoccupations, ça, parce que vous êtes scientifique. Ouais, mais c'est tout à fait vrai. Pour le coup, quand on est, alors moi, quand je faisais du modèle numérique, on va présenter les résultats d'une ou deux simulations, alors qu'on en a produit 500 ou 600. Enfin, c'est faire et refaire 1000 fois les mêmes démarches, les mêmes histoires. C'est passer beaucoup de temps à chercher le petit détail pour passer le stade des reviews, pour pouvoir ensuite être publié, etc. Mais finalement, ce qui en ressort dans le papier, c'est qu'un extrême condensé de tout ce qui a été fait. Et pour le coup, je garde l'idée de publier un supplémentary matériel avec toutes les informations, toutes les histoires burlesques qui accompagnent les projets de recherche, parce que il y a toute la partie dont on n'a pas parlé, on n'aura sûrement pas le temps, mais effectivement de recherche de financement qui est tentaculaire et qui est de plus en plus difficile et qui vous occupe entièrement à partir du moment où vous décrochez votre boulot de chercheur, quoi. Ouais, alors ça, je pense que ça dépasse le seul secteur de la recherche, le fait de chercher des fonds. J'avais une dernière question, puisque vous avez tous les deux eu la chance d'approcher des glaciers, et donc la glace chante. Ouais. Dans mon roman, la glace chante vachement bien. En vrai. En vrai, elle le fait aussi. En fait, c'est ça que je voulais faire transparaître, c'est que quand on est en montagne, quand on est au pied d'un glacier, il y a tout un tas de sons qui vous prennent comme ça et qui vous happent. Il y a des éboulis de roches qui se détachent des falaises. Il y a de la glace qui craque. Alors ça, c'est encore plus vrai quand on est au bord d'un glacier en Antarctique ou au Groenland. Des crevasses qui bougent. On a l'eau qui ruisselle, on a le vent, on a le froid. Enfin, il y a vraiment tout un tas de sons et de ressentis qui sont très très forts et qui sont vraiment là, quoi. Vous avez entendu ces sons ? J'ai entendu ces sons carrément. Après, je dirais que j'ai pas malheureusement, j'ai jamais eu la chance d'aller dans des endroits où les glaciers étaient quand même vraiment énormes, et du coup ces bruits de la glace vraiment et des glaciers, par chance de temps en temps j'en entends, mais c'est quand même assez rare. Par contre, c'est sûr que c'est des endroits où en fait, quand on est vraiment isolé de toute activité anthropique, il y a un espèce de, et quand on dépasse le stade où il y a des animaux et il y a tout un tas de bruits annexes, il y a à la fois une sensation un peu paradoxale d'un silence, mais qui en fait n'est pas d'un silence, et c'est juste une question de réorienter son attention. Et c'est aussi une des choses que je voulais toucher à travers les photos en noir et blanc qui sont dans cette exposition, c'est qu'en fait, suivant l'attention qu'on porte au monde qui nous entoure, on en a une perception qui est totalement différente. Et en l'occurrence, en montagne, quand on commence, en plus c'est assez important parce que ça peut être une question de sécurité, d'être attentif aux éléments qui nous entourent. En fait, ce qu'on entend, les éboulis, le vent, les ruissellements, les choses comme ça, en fait, c'est omniprésent presque, et c'est assez beau parce que c'est assez rare en fait comme son, je dirais. C'est des sons, d'un monde peu ou pas anthropisé, c'est ça en fait. Ouais, c'est ça. Ouais, brut. Un peu, c'est ça, un peu brut. Bon, écoutez, je vous remercie beaucoup. Je souhaite bon vent à l'exposition Anthropocène alpin qui est jusqu'à Lyon, quasiment jusqu'aux fêtes de Noël, en tout cas pour sa partie de la permanence photographique dans le 8e arrondissement et ici au collectif Item dans le 1er, tout près de la place Saint-Denis, pour ceux qui connaissent, jusqu'au 25 novembre, 23 novembre. Des fois, je me trompe un peu de 23 ou de 25. Et évidemment, j'imagine que le Chant des glaces paru aux éditions critiques continue son parcours et qu'il est dans toutes les bonnes librairies. En tout cas, je l'espère. Ouais, tout à fait. Disponible partout. Merci à vous deux. Bonsoir. Merci. Les mercredis de l'Anthropocène. Chaque semaine, Chaque mercredi, un plateau radio pour débattre des mondes urbains anthropocènes. un rendez-vous pour mieux comprendre les enjeux des mondes urbains anthropocènes. Produit par l'École urbaine de Lyon. Musicians, writers, and other artists. Bienvenue à Radio Anthropocène avec Radio Bellevue Web et l'École urbaine de Lyon.